Bonjour Raymond Depardon. Bonjour. On ne vous présente plus, mais je vais quand même le faire selon la formule traditionnelle. Photographe, pionnier du cliché de presse, réalisateur, documentariste, cofondateur de l'agence Gamma. Vous exposez en ce moment à Paris et au Mucem de Marseille. On va en parler, si vous voulez bien, dans quelques minutes. Mais vous êtes d'abord venu ce matin avec plusieurs photos qui, pour vous, auront marqué cette année 2014 qui s'achève et que les auditeurs, je le signale, peuvent découvrir évidemment en ce moment même sur franceinter.fr. Merci d'ailleurs à l'agence Magnum qui nous a permis de le faire. On va tenter, si vous voulez bien, de les décrire, ces photos. La première est signée du photojournaliste Moïse Samam. Elle évoque le drame qu'a connu depuis l'été dernier la communauté yézidi irakienne. On peut essayer de la décrire, Raymond Depardon? Oui, bien sûr, oui, c'est une photo qui nous fait penser à une autre photo du Vietnam, d'ailleurs de Larry Burroughs, un photographe qui est mort au Vietnam. C'est un hélicoptère avec des blessés à l'intérieur d'un hélicoptère, et c'est une photo en couleur, et il y a malheureusement beaucoup de blessés, et c'est une photo qui montre bien la puissance de cette guerre, le drame de ce conflit, et qui reste, moi j'ai l'impression comme ça, comme le conflit le plus douloureux qui s'est passé cette année, avec ces femmes poursuivies par... et je crois que cette photo, en tous les cas, elle me fait penser à la guerre du Vietnam, mais aussi comme si c'était toujours un éternel renouvellement, les grandes photos. Les grandes photos, ce sont des photos qui se regardent comme un tableau, malheureusement. C'est presque un tableau, c'est ce que j'allais vous dire. Au premier plan, un homme allongé, on ne sait pas s'il est blessé ou s'il est mort. Juste à côté de lui, un autre homme qui se tient la tête ensanglantée. Derrière, un troisième homme qui est retenu par un soldat. Il est en train de pleurer ou de crier, Oui. on ne sait pas. On a l'impression presque que tout cela est mis en scène, ce qui évidemment n'est pas le cas. Oui, c'est impressionnant parce que au fond, moi j'aime pas trop les photos comme ça, trop dures, mais je crois ça nous donne bien quand même la dureté de cette guerre. Et c'est une photo qui restera, à mon avis, qu'on n'a pas trop vue pour l'instant, mais qui est une grande photo. Et c'est un jeune photographe péruvien qui l'a faite de Magnum, et c'est une photo. Il faut être dedans. Hmm. On ne peut pas la faire au téléobjectif, il faut être dedans. Elle n'a aucun... je pense qu'elle a cette vraie fonction de grande photo, c'est-à-dire nous faire prendre conscience, malheureusement, de la douleur, et elle est énorme cette population qui souffre et qui est en plein conflit. Deuxième photo, Raymond Depardon. Là, on la doit à Jérôme Cessiniste, un photojournaliste français. On est en Ukraine, dans un champ de blé à l'apparence plutôt tranquille, mais non. Oui, là, c'était une photo que on n'aime pas trop voir, mais il faut quand même... elle est surréaliste, quoi, parce que c'est un passager qui a été éjecté du vol de la Malaysia et qui se trouve dans un champ de blé. Voilà, et il est Encore encore... accroché à son siège. Voilà. Jérôme Cecchini est un photographe français, un photographe fantastique qui a fait toute la guerre de l'Ukraine, etc. Très, très courageux. Et c'est vrai que on parle toujours des grands photographes Capa, Caron, etc. Mais il y a toujours une nouvelle génération qui arrive et qui prend des risques et qui va très vite et qui est très courageuse. Il y en a qui ne reviennent pas, comme Camille Lepage en République centrafricaine. C'est un drôle de métier d'être photographe, hein, parce qu'ils ont du mal à vivre. Et à la fois, ce sont des gens très courageux et qui sont nécessaires pour notre information. Raymond Depardon, l'année aura été marquée également par des images parfois entièrement insoutenables, hein. On pense aux meurtres, aux égorgements d'otages par le groupe État islamique, qui a une forme aujourd'hui de terreur de l'image. C'est devenu un outil de propagande ultra violent, l'image, parfois. Oui, à la fois, bon, heureusement, il faut s'auto-censurer parce qu'on ne peut pas... Non, bien sûr, comme tout le monde fait des images, et effectivement, les preneurs d'otages, maintenant, ont tout le matériel nécessaire pour les mettre en ligne, ces images qu'il ne faut pas montrer à tout le monde. Je crois qu'il ne faut pas les montrer, ces photos. Moi, j'avais été un des rares, pourtant, pendant l'affaire Klaus, il y a 40 ans de ça, j'étais entre l'otage et la personne qui était prise en otage et le gouvernement. Je connais bien le sujet. Et à des moments, il faut quand même un petit peu aussi faire avancer les choses. Effectivement, le fait que ces images existent, on le sait, oblige un peu le gouvernement à négocier. Hein, maintenant, on n'a plus d'otages, mais a priori, ça va peut-être pas durer très longtemps.
Et il ne faut pas non plus, effectivement, tomber dans le piège des preneurs d'otages qui cherchent le chantage. Il y a des photos, vous, Raymond Depardon, que vous n'avez pas faites, que vous avez jetées après en estimant qu'elles n'avaient pas à être publiées? Non, je ne les jette pas, mais je retiens leur diffusion. Alors lesquelles, par exemple? Où est-ce qu'on met le curseur dans ces cas-là? En l'occurrence, pendant l'affaire Claust, j'étais comme ça. Hissène Habré, lui, voulait que ces photos soient publiées dans la presse, mais je voyais bien le chantage que faisait Hissène Habré pour que le gouvernement donne des armes aux rebelles. Donc, effectivement, et à la fois, j'avais Françoise Claust qui était là pris en otage. Et donc j'étais tiraillé, moi. Et à la fois, j'étais journaliste, je me disais, ça existe. Donc à un moment, il faut faire attention à ne pas diffuser n'importe quelle photo, à réfléchir un petit peu, aller au-delà de son intérêt personnel. Raymond Depardon, vous êtes l'auteur de dizaines d'ouvrages, de milliers de photos, et sans doute de la photo la plus diffusée aujourd'hui en France. C'est le portrait officiel de François Hollande qu'on a dans toutes les écoles, ou en tout cas dans toutes les mairies. C'est un cliché qu'on vous a parfois reproché, qui a suscité un peu d'ironie, cliché carré, François Hollande les bras un peu ballants, président trop normal, a-t-on entendu. Vous la regrettez, cette photo, ou pas? Non, je l'aime beaucoup, cette photo. Qu'est-ce qu'elle dit de François Hollande? Elle dit beaucoup de choses. Je pense que c'est quelqu'un qui a effectivement qui a une très grande proximité avec son interlocuteur. C'est quelqu'un de très agréable à voir. Peut-être que ça représentait aussi un moment peut-être nouveau pour lui. Moi, je la trouve comme une photo. Il sort de l'Élysée, il marche dans le jardin. C'est pas une photo, c'est pas un portrait. C'est une photo du moment. Vous referiez la même aujourd'hui? Non, vous venez de le refotographier, voilà, François Hollande, dans Paris Match la semaine dernière. C'est plus solennel, c'est en noir et blanc. Oui, c'est à son bureau. D'ailleurs, je vois, ce soir, il va parler de son bureau. Parce que ce bureau, il est quand même très fort. Il est à la fois le pouvoir, et il a tout à fait changé. Je crois qu'il travaille, c'est très dense. Moi, j'aime bien photographier. J'avais déjà photographié. J'ai connu 6 présidents de la République. Donc, pour moi, c'est sans doute... j'en ai connu vraiment bien 3. Giscard, Mitterrand, oui. Un petit peu Chirac, mais surtout Hollande. C'est sans doute un des plus agréables à discuter. C'est un bel objet photographique, un président? Oui, la photo politique, en général, c'est formidable. Pourquoi? Parce que c'est un homme seul face à nous. Et c'est toujours intéressant quand il plonge dans la foule. On peut s'approcher. Ça en dit beaucoup plus de choses qu'on ne le pense. C'est une photographie qui est toujours formidable à faire. Moi, j'ai du plaisir à photographier les hommes politiques. J'en fais pas assez à mon goût, mais j'aime beaucoup photographier les hommes politiques. Et je trouve que la photo, là, amène quelque chose. Au fond, nous délivre un message qui est plus subtil qu'on ne le pense. Et moins peut-être qu'une interview ou je sais pas quoi. Raymond Depardon, l'année qui s'achève aura aussi été marquée par des clichés volés. On pense à ceux de Julie Gaillet, ceux plus récemment de Florian Philippot. Il vous est arrivé, vous, dans la vie, d'être un paparazzi, un paparazzo? Oui, un petit peu. Quand j'étais jeune photographe, on me disait, faut photographier, je sais pas, Liz Taylor, tout ça. Bon. Avec quelle limite? On a la limite de la vie privée. Moi, c'était des personnalités très connues. J'ai pas fait beaucoup de choses comme ça, mais j'en ai fait quelques-unes un petit peu. Mais c'était pas vraiment des paparazzis. Il fallait la planquer à la sortie de l'hôtel. C'était des grandes vedettes de cinéma. Mais j'ai jamais fait du vrai paparazzi comme ils font en ce moment. Moi, vous les auriez laissé publier, les photos du président ou de Florian Philippot cette année? Moi, je pense que ça veut dire aussi des choses un petit peu... C'est certain. Moi, j'aime pas trop ce genre de photos. Je vais pas les défendre. Certains ont été des amis à moi. C'est des grands photographes. Mais c'est vrai que je peux pas défendre les photographies de paparazzi. Mais c'est vrai que aussi, peut-être que elles veulent dire quelque chose d'autre. Je sais pas. Elles sont condamnables, ça. C'est sans hésitation. On peut pas aimer ce genre de photos. Mais bon, voilà.
Il faut aussi reconnaître qu'il faut être le plus transparent possible. Quand on est au pouvoir, il faut être très transparent, il ne faut pas rien dissimuler, parce qu'effectivement... Mais là, en l'occurrence, sur les photos de Julie Gaillet, par exemple, de l'incident, c'est très politique, hein, quand on s'aperçoit que le photographe est le photographe de l'ancien président, de Nicolas Sarkozy, qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'est toute une officine. Hein. Vous êtes en train de nous dire que les photos volées de François Hollande ont été téléguidées par Nicolas Sarkozy? Peut-être pas, j'irai pas jusqu'à là, mais enfin quand même, on s'aperçoit que c'est son photographe maintenant. Raymond Depardon, invité de France Inter jusqu'à 9h-5. On va parler dans quelques minutes de la place de la photo dans la presse, dans nos vies aujourd'hui, à l'heure du numérique, à l'heure des selfies. On attend évidemment vos questions dès maintenant au standard de France Inter 01 45 24 7000 ou sur Twitter, justement, le mot-clé interactif. 9h-20. France Inter. Le 7-9, intervenez. Raymond Depardon avec nous donc pour un quart d'heure encore ce matin en direct sur France Inter. Je rappelle que les clichés de l'année que vous avez sélectionnés, on peut les découvrir ce matin sur franceinter.fr. Isabelle Pasquier du service culture vient de nous rejoindre. Estelle Schmitt scrute les réseaux sociaux pour les questions qui vous sont adressées. Je voudrais qu'on dise un mot, si vous voulez bien, Raymond Depardon, de l'exposition que vous avez en ce moment à Marseille, au Mucem, sur le thème notamment de la Méditerranée, mais pas uniquement, avec plusieurs dizaines de clichés nouveaux, des clichés de la ville de Marseille, des clichés en couleur. Vous avez dit que Marseille est la ville la plus photogénique de France. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, parce que c'est toute la ville qui a... Il y a beaucoup de populations différentes. Notamment, c'est sans doute la ville où il y a le plus de Comoriens. Et les Comoriens, c'est une population française qui a cette particularité d'être habillée avec des vêtements très lumineux. Bon, et c'est une grande ville de mélange. C'est aussi une leçon aussi, parce qu'à Paris, il y a Barbès, etc., quelques quartiers comme ça où il y a des mélanges de population. Et Marseille, c'est toute la ville est un mélange. Et c'est aussi une leçon pour nous de voir que tout ça se passe pas trop mal. Parce que bien sûr, on parle toujours de Marseille, des problèmes des quartiers nord, de la drogue, mais la vie quotidienne de Marseille, c'est une grande ville. Et c'est une ville en pleine transformation aussi. Le fait de l'aménagement du Mucem, du quai, des terrasses du port, etc. fait que aller, sans mauvais jeu de mots, au-delà des clichés sur Marseille. Oui. Moi, je pensais que je ne pouvais pas exposer à Marseille sans faire des nouvelles photos de Marseille. Parce que s'il y avait une ville qui a besoin de remonter un petit peu son moral, en tous les cas de faire des photos normales de la rue, des gens qui marchent dans la rue, qui font voilà ce que tout le monde fait, des Français, de photographier des Français. Au fond, il me semblait utile. D'ailleurs, je l'ai fait bénévolement parce que je n'ai pas été payé pour faire cette exposition. J'en ai rajouté une vingtaine. D'ailleurs, elle s'appelle Un moment si doux, pour bien montrer que bon voilà, il n'y a pas que des catastrophes. Et que peut-être c'est plus difficile à faire des moments comme ça doux, un peu normal, quotidien, que des catastrophes. Parce que c'est bien un peu difficile. de douceur de temps en temps. Isabelle Pasquier. Il y a une photo très touchante dans cette Méditerranée qui est la vôtre, prise je crois à Taormina en Italie. On voit sur un banc des vieilles femmes et des jeunes filles en jupe et en robe rose, avec surtout cette légende. Vous écrivez, il y a des gestes et des visages qui nous parlent de la mer et de ses habitants. On a le sentiment que le monde, vous l'avez beaucoup photographié à travers les visages et les corps. Les visages sont des paysages ? Oui, moi j'aime beaucoup la photo comme ça dans la rue. Effectivement, c'est une photo où on voit plusieurs générations. Il y a des vieilles dames, comme il y a toujours dans toutes les villes de Méditerranée, qui sont sur un banc. Et puis des jeunes femmes, très belles comme ça. Et ces cohabitations de ces différentes générations sont toujours très belles. Et en fait, peut-être qu'il n'y a qu'un peu que dans le Midi qu'on voit ça, dans le sud, au bord de la Méditerranée. Moi, j'aime beaucoup photographier les gens. Je trouve ça très important, même si j'ai fait des paysages, j'ai fait des portraits, mais j'aime beaucoup photographier les gens. Je crois que c'est ça qu'il faut qu'on garde aujourd'hui, et je trouve la plus importante. Je me pose beaucoup de questions. Par exemple, j'ai fait la France, j'ai fait les paysans, en photo, bien sûr, et je me dis, les Français, où sont-ils là-dedans? Bon, donc c'est difficile de photographier les Français. Ça reste un grand projet. Ça reste toujours une grande question. On a un peu de mal à montrer les Français, nous, la radio, la télévision, les photographes. Aujourd'hui, je crois que c'était peut-être une des grandes frustrations. Peut-être qu'il faudrait lancer un énorme projet de montrer les Français. Les Français ne sont pas très visibles, en fait,
aujourd'hui, dans tous ces Ça problèmes. vous donne des idées peut-être de repartir Voilà. sur le terrain. Raymond Depardon. Daniel nous appelle au standard de France Inter. Bonjour Daniel, vous êtes en Seine-et-Marne. Bienvenue, Raymond Depardon vous écoute. Oui, bonjour Monsieur Depardon. Ma question est la suivante, c'est comment savoir qu'une photo a été truquée, alors mise en scène, disons, avant qu'elle soit prise par le photographe. L'exemple que j'ai en tête, c'est au moment où cette petite fille était coincée en Colombie dans un trou, j'ai entendu une discussion entre journalistes qui se reprochaient d'avoir mis un bras dans une porte pour montrer que quelqu'un avait été tué dans sa maison, alors qu'en fait le bras avait été ramassé ailleurs. Donc ma question, c'est de savoir comment lutter contre ça ou comment le savoir. Ben, c'est vrai que maintenant, avec le numérique, c'est encore plus difficile. Bon, il y a toujours des gens, que ce soit en caméra, en film, en télévision, qui bidonnent un peu, bien sûr. Mais il faut savoir qu'une image passe par un être humain et qu'il y a toujours une interprétation. C'est jamais la vérité qu'on photographie. Donc, mais c'est vrai que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très vigilants. Je suis pas trop inquiet. Je crois que le problème aujourd'hui, c'est plutôt de les montrer, les photos les plus importantes, de les faire circuler, de les montrer. C'est pas tellement de détecter les photos dangereuses ou montées ou bidonnées. Ce qu'il faut, c'est voir ce qu'elles dégagent. Il y a toujours eu comme ça des gens qui ont... Des tricheurs. Des tricheurs. Bon, des paparazzi ou de tout ça. Ça, c'est regrettable, mais il faut faire attention. Bien sûr qu'il faut faire attention. Et c'est encore plus dangereux maintenant avec les retouches numériques. Mais je crois que le problème n'est pas là. Les photographes sont un métier vivent difficilement. C'est difficile. Les photographes, c'est quand même aujourd'hui, c'est des héros hein, quand même, vraiment. Ils se font tuer tout le temps et ils font des grandes photos. Je sais qu'en France, on aime beaucoup la photographie et qu'on est des grands connaisseurs. Et c'est un métier difficile et je salue en tous les cas tous les photographes, jeunes ou moins jeunes, qui travaillent tous les jours pour nous montrer des images et ils ne sont pas toujours rémunérés à la hauteur. Estelle Schmitt, les réseaux sociaux. Alors justement, cette question sur à l'heure du net, de l'info en temps réel, c'est une question de Nicolas. Est-ce qu'une photo peut encore perdurer comme celle de Bresson ou les vôtres? Et puis, autre question d'un photographe qui se lance et qui demande, est-ce qu'il faut obligatoirement, son nom c'est Roudoudou, passer par un blog ou par les réseaux sociaux? Non, je crois pas. Moi, je crois que, bien sûr, il y a des... les possibilités sont multiples maintenant, bien plus grandes qu'à mon époque quand j'étais jeune photographe. Mais je crois qu'il faut faire des photos, il ne faut pas les faire disparaître trop vite. Je vois là sur les numériques, on a tendance à faire un editing très vite. Il faut garder un peu. Moi, je reviens sur des vieilles photos. Vous, ça restera toujours l'argentique. Oui. Vous n'avez pas d'appareil numérique chez vous? Non. Vous faites pas de photos avec un téléphone portable? Ah si, j'en fais quand même. Ah, vous faites des selfies? Oui, bien sûr. Ah bon? Oui, bah oui. Ça vous arrive? Oui, ça m'arrive souvent. C'est pas de la sous-photographie? Non, j'aime bien. Moi, je trouve que c'est bien. Non, moi, je pense que c'est bien parce que du moment du fait que les gens aiment se photographier, je trouve que c'est bien parce que c'est vrai que si on arrive avec un téléobjectif ou un appareil un petit peu de paparazzi ou de je sais pas quoi, c'est pas toujours très bien de faire des photos. J'aime pas voler ou m'immiscer dans la vie des gens. Mais en fait, je l'ai vu encore à Marseille. J'ai fait des photos au Rolleiflex dans la rue, comme ça. Bon, j'ai pas le temps de me présenter, j'ai pas le temps de demander l'autorisation aux gens. Mais à la fois, je trouve qu'il faut faire ces photos-là parce que ça fait partie de l'espace public et qu'il faut enregistrer l'espace public de cette année. Et que voilà, il faut sourire, il faut aller vite, il faut pas rester, il faut pas insister. Il faut faire une photo, il faut pas s'approcher trop. Tirer vite et dégager, hein. C'est la formule voilà. de Cartier-Bresson. C'est comme l'artillerie, la photo. Voilà. Tirer vite et dégager. Isabelle Pasquier? Quand on voit que, notamment cette année, les stars photos sur les réseaux sociaux, ce sont donc la folie narcissique, les selfies, après tout le monde en fait plus ou moins, les chats et les plats qu'on mange dans nos assiettes. Qu'est-ce que ça dit de notre monde? Vous n'avez pas le sentiment que le numérique, au lieu de nous ouvrir le regard, a rétréci notre horizon? Non, mais il y a toujours des extrêmes. Je crois que ça existait aussi, ces photos. Simplement, maintenant, on les voit de plus en plus. Elles sont faciles à faire. Je trouve que je suis surpris parce que plein de gens font des plutôt bonnes photographies de partout maintenant. Tout le monde est photographe, c'est vrai. Tout le monde est photographe. Mais ça n'empêche que je crois qu'il faut effectivement que le travail du photographe professionnel, en tous les cas peut-être artiste, j'aime pas trop le mot professionnel, c'est Rouch et Marquer, tout ça, toute cette génération-là disaient qu'il fallait pas être trop professionnel, il fallait rester sur la passion. Donc c'est important. Moi, je sais que c'est comme le pianiste, il faut faire des gammes tout le temps parce que ça se travaille l'œil, ça s'exerce.
Un œil, ça se travaille, c'est-à-dire que voilà, il faut être passionné. Donc du moment qu'on est passionné, je crois qu'il y aura toujours de la photographie à faire. Alors que les gens font des photos un peu pour eux, comme ça, un usage personnel, moi je trouve ça très bien. Je trouve que voilà, j'ai rien contre, au contraire. C'est pas de la photo Kleenex. Non, mais je trouve que c'est bien que tout le monde fasse des photos. Je trouve ça très bien et que les réseaux s'ouvrent, etc. Simplement, voilà, c'est aussi une certaine liberté. Et je trouve que la photographie, c'est la liberté. Armel vous demande, Raymond Depardon, ne faudrait-il pas mettre en place une éducation à l'image à l'école sur ce que vous disiez il y a quelques instants? Il faut exercer son œil devant une photo. Ça existe déjà. Je suis président du BAL, qui est un musée qui fait des formations auprès des écoles, dans les lycées. Et effectivement, c'est très, très important parce que les très jeunes, pas pour devenir photographe, mais bien au contraire pour pouvoir lire une photographie. Parce que ça s'apprend à lire une photographie. Il y a un équilibre, etc. Bien sûr, au contraire, et je trouve que c'est très important de les prendre dès le début, dès l'enfance, dès l'adolescence, de faire des photos. Il ne faut pas avoir peur de la photographie. C'est quelque chose ça ne mord pas, la photographie. Bien au contraire, ça fait du bien. Vous conseilleriez encore aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer dans la photo de se lancer comme vous sur l'argentique? Non, pas forcément. Vous avez l'impression d'être pardonnez l'expression, mais un dinosaure de l'argentique, la dernière génération. Maintenant, la plupart, mais arrêtez-moi si je me trompe, des photographes sont passés au numérique, non? Oui, bien sûr. Non, mais c'est pas très important. C'est pas important. On fait les mêmes photos en argentique et en numérique? Oui, après, oui, on peut voir très vite, mais il faut faire attention aussi. Ça n'empêche qu'il faut travailler un petit peu, il faut regarder. Il faut d'abord se connaître. Donc, le numérique accélère certaines choses, et c'en est bien, parce que au fond, on ne sait pas comment on voit. Moi, je ne savais pas au début si mon regard se portait à 10 mètres, 2 mètres. Par exemple, si on prend l'agence Magnum, il y a des photographes, ils sont connus, peu importe, il y en a, toutes leurs photos sont à 10 mètres. Cartier-Bresson, par exemple, c'est à 5 mètres. Et puis, il y a Le Quérec, William Klein, d'autres photographes qui sont à 1,50 m. C'est-à-dire qu'on a une zone comme ça, dans le mental. On porte son regard très vite ou très proche des gens. On a comme ça. C'est inné à la personne. Et donc, il faut le connaître un petit peu. Il faut se connaître, en fait. En fait, d'abord, il faut se connaître. Donc, effectivement, un jeune photographe, je dirais, apprendre à se connaître. En numérique et argentique, ça, c'est pas très important. D'avoir ce qu'on veut faire, ce qu'on veut dire. Qu'est-ce qui vous intéresse? Quelles sont les images qui vous font... Voilà, quels sont les maîtres, quitte à les tuer après, hein, bien sûr, parce qu'il faut avoir des pairs, et puis après, il faut s'en débarrasser. Mais je trouve que c'est quelque chose de fantastique, et ça marche très bien avec les jeunes, et je trouve que tout le monde a... Mais c'est vrai qu'on n'est pas tous élus pour faire des grandes photos, ça arrive pas toujours, pas tous les jours. Isabelle Pasquier. Vous parliez de la distance avec l'objet que l'on photographie. Ça me ramène donc au conflit qu'on évoquait tout à l'heure dans la première partie de cette interview. Qu'est-ce que vous pensez, vous, de tous ces documents, vidéos, photos qui nous arrivent, de ces conflits qui viennent de citoyens, de militants, de combattants? Est-ce qu'il n'y a pas d'autant plus besoin, justement, de photojournalistes? Oui, mais le photojournalisme, les deux peuvent cohabiter, parce que je crois qu'effectivement, d'abord, il y a beaucoup moins de photojournalistes. On part plus de Paris maintenant, au Kurdistan. Ce sont des photographes qui sont autour, professionnels, qui font les photos. Plus, malheureusement, les yézidis, ils n'ont pas trop d'appareils photo, je crois. Ça n'empêche que, il y a beaucoup de gens qui font des photos. Je trouve ça très bien que tout le monde fasse des photos. On le voit sur les événements de Ferguson. Il y a eu plein de photos. On voit encore aujourd'hui l'opposant à Poutine. On a vu là une petite séquence où il se fait arrêter. C'est fait par un téléphone portable. Téléphone portable, oui. Moi, je trouve ça bien. Formidable, ça existe. L'image a toujours été quelque chose qu'il faut montrer. Quand il y a la censure, quand on commence à bloquer, quand on commence à nous prendre notre film, moi ça m'est arrivé dans des événements d'Algérie ou d'ailleurs, ça veut dire qu'il y a un État totalitaire là derrière. Donc là, il faut être ouvert. La preuve, M. Hollande, jusqu'à présent, nous sommes dans un service public, ne nous interdit pas. J'ai cru savoir qu'il n'y avait pas, le pouvoir politique n'exerçait pas de censure sur la presse aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas des 5 autres présidents que je connais. Précédents, ça exerçait des pouvoirs. On virait les directeurs de la radio, on mettait d'autres. Donc là, la non-censure,
c'est quand même une des choses positives de M. Hollande, je tiens à le rappeler, c'est que lui, il n'exerce aucune censure sur nous, sur les journalistes, sur la presse, sur la photo. Donc ça, c'est important. Donc aujourd'hui, il faut être, plus on a d'images, plus c'est la démocratie. Encore un mot, Raymond Depardon. Est-ce que vous pourriez vivre sans photo, sans votre appareil? Ah, ça c'est dur. Vous l'avez toujours sur vous? Oui, j'ai toujours Il est quelque là, part dans il est un dans le sac, studio, oui, là. dans un Il est à sac, côté de oui, nous, oui, et- oui, voilà, oui, Au cas où? oui, parce que la lumière, ça attend pas. Donc voilà, c'est des moments. Mais voilà, ça pourrait être un téléphone portable. Hein. Vous l'utilisez aussi, le smartphone, éventuellement dans la rue? Oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais moi, je trouve ça intéressant. Ça me sert de repérage pour revenir, pour réfléchir. Voilà, une photo, c'est une pensée. Donc ça veut dire que c'est déjà construit, mais peut-être avant même d'être faite. Donc ça veut dire qu'il faut toujours... On a toujours plein d'images dans la tête. Et au fond, c'est ça qui est peut-être indéfinissable. C'est pour ça que j'ai du mal à dire la photo, à parler de la photo. On a tous du mal à parler de la photo parce que c'est quelque chose de très compliqué et à la fois très simple. Allez, on va vous laisser le retrouver, cet appareil photo qui vous manque depuis 40 minutes. Merci beaucoup, Raymond Depardon. Je signale donc cette triple actualité au Mucem de Marseille jusqu'au 2 mars prochain. On a évoqué cette exposition à l'Hôtel de Ville de Paris également, dans le cadre de l'exposition Magnum. Et puis cet album de photos de Berlin, de la construction du mur en 1961 à aujourd'hui. C'est publié au Seuil. Merci beaucoup de votre visite. Merci à Isabelle Pasquier et à Estelle Schmitt. Voici l'heure de Nicole Ferroni.